Eh bien, bonsoir tout le monde. On est très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. Vous étiez plus de 260 inscrits. Donc, une nouvelle fois, c'est une réussite. On est très, très contents. Alors aujourd'hui, on est très chanceux, une nouvelle fois, puisqu'on accueille le professeur Vincent Setin, qui travaille au laboratoire de pharmacologie et au giga-neurosciences de l'Université de Liège. Alors, vous dire que, comme d'habitude, cette conférence, on ne l'organise pas seul. Donc, on a la chance de collaborer avec l'Université de Liège et Réjouissciences, qui a pour but de vulgariser un petit peu toute la connaissance scientifique. On est aussi en collaboration avec le GLS CISD, avec OpenAdo, avec le RASAF et le RELIA, qui sont des réseaux au niveau des assuétudes et des consommations. D'ailleurs, les personnes qui sont responsables et coordinateurs de ces réseaux sont présents dans la salle et sont aussi disponibles si vous avez des questions à ce sujet après la conférence. Vous représentez rapidement Réalisme. On le présente à chaque fois, mais à chaque fois, on a aussi des nouvelles personnes dans le public, donc on en profite pour expliquer un petit peu. Donc Réalisme, c'est le réseau santé mentale pour les enfants et les adolescents sur le territoire de la province de Liège. On est un réseau intersectoriel, c'est-à-dire que on parle de santé mentale, mais la santé mentale, ici ce soir dans la salle, vous en avez tous une, et donc c'est intersectoriel. On s'intéresse au milieu scolaire, au milieu de la culture, au milieu du sport, à tous les milieux qui touchent les jeunes, et ça de 0 à 23 ans, parce que les jeunes ont une santé mentale depuis leur naissance, voire avant, jusqu'à 23 ans et après, et on s'intéresse aussi à leur entourage, puisque ils vivent avec des personnes qui influent sur les jeunes, et on s'intéresse aussi aux professionnels qui travaillent avec les jeunes. Alors ce cycle, il continue, donc c'est la deuxième conférence aujourd'hui. Il continue à partir de septembre, où on parlera de l'hygiène, du sport, de l'hygiène alimentaire, etc. Et toujours en lien avec le cerveau de l'adolescent. Et puis en novembre, on parlera de l'alcool. Mais sans plus attendre, on va laisser intervenir notre orateur de choix aujourd'hui, qui va nous parler alors de cannabis, de drogue, et de tout votre savoir à ce sujet. Une partie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bonne soirée. Merci. Vous avez le micro là ou vous avez celui-là? Ouais, je vais peut-être prendre les deux. Ouais. Oula, ouais. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va faire de la science. En tous les cas, la première demi-heure, ça va être hard, donc il faut mobiliser toutes vos ressources. Et je sais qu'elles sont immenses. Alors, à la fin de la présentation, il y a un interro, et notamment, vous devrez retenir les acronymes des associations actives dans le domaine de la santé mentale de l'enfant. Et ça va être très dur, parce que c'est des acronymes un peu compliqués. J'en profite pour vous dire une chose. Je vous lance un appel. Il y a trop peu de recherche en santé mentale, de manière générale, dans le monde et en Belgique en particulier. Et c'est une question de financement. Au total, le Télévis nous prend tout. Et donc, je ne vais pas vous dire de ne pas verser au Télévis, parce que ce serait vraiment médiocre de ma part. Mais donc, il y a un déséquilibre à l'heure actuelle entre les ressources qui sont allouées à la recherche sur le cerveau, neurologie, psychiatrie, etc., et d'autres domaines. Et donc, on est un peu les parents pauvres. Et je ne vous en parle pas dans mon intérêt, parce que je ne suis pas loin de la retraite, donc moi, c'est plus ou moins terminé. Mais donc, à l'avenir, je pense qu'investir dans la santé mentale, c'est quelque chose qui est très important. OK. On commence par les catégories de drogue. Et alors, en fait, il y a une chose qui est intéressante, et c'est un message que je voudrais vous donner, c'est qu'en fait, il y a des tas de molécules, enfin, pas mal de molécules, qui sont parfois des drogues, mais qui sont parfois des médicaments. Et donc, tout dépend du contexte de l'utilisation. Donc, ils peuvent avoir des effets dévastateurs, mais ils peuvent avoir des effets thérapeutiques. Ça va ? Alors, on m'a demandé de parler des nouvelles drogues, et donc il y en a qui sont vraiment des crasses.
Donc vous avez ce qu'on appelle les stimulants majeurs, où on a la cocaïne, les amphétamines. Et donc en fait, sur le marché européen sont apparus depuis un certain temps des dérivés amphétaminiques en fait, qui sont un peu moins puissants et qui sont isolés au départ à partir de ce qu'on appelle le khat, qui est en fait une plante qui pousse dans le pourtour méditerranéen. Alors, une chose, parce qu'il se fait que j'enseigne la pharmaco, une chose que je voudrais enlever de votre esprit si ça s'y trouve, c'est les plantes ne sont pas toujours votre ami. Parce que dans le grand public, on dit la santé par les plantes. Allez bouffer une plante de digitaline dans nos bois et vous verrez ce que ça donne comme santé, vous allez mourir d'arythmie cardiaque, ça va? Donc les plantes, c'est pas toujours doux, c'est parfois très méchant. Et donc, dans ces dérivés catinones, ben, vous en avez des tas qui portent des noms un peu bizarres. Donc ça, ces produits-là, c'est exclusivement des drogues, ça n'a aucun intérêt thérapeutique, etc. Vous avez alors un stimulant mineur qui n'est pas indiqué ici, qui n'est pas vraiment une drogue. Il s'appelle comment ce stimulant mineur, vous croyez? Donc il n'est pas dans la liste. Qu'on prend souvent le matin. La caféine. Mais la caféine, il peut quand même y avoir des petits signes de sevrage avec la caféine. Donc c'est, si vous voulez, une mini-drogue un peu, mais avec un index thérapeutique, comme on dit, assez large. Vous avez alors la nicotine. Alors la nicotine, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je dois à la vérité scientifique de le dire, c'est une vraie crasse. Donc ça donne des maladies cardiovasculaires, ça donne des cancers du poumon. Mais alors il y a un truc extraordinaire, c'est que par ailleurs, ça protège contre la maladie de Parkinson. Donc en fait, les tabagiques font moins de maladies de Parkinson que les autres. Alors les mauvaises langues vont vous dire c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils sont morts avant. Mais c'est une vérité. Donc voilà, ça fait partie de ces produits qui ont très mauvaise réputation et à juste titre. Parce qu'en fait, on va voir que la nicotine, c'est la drogue la plus addictive. C'est celle dont il est le plus difficile de se débarrasser. Vous avez alors les opiacés, donc l'héroïne qui a quasi pas d'usage médical, et puis vous avez les opiacés comme le fentanyl, l'oxycodone, la morphine. J'ai mis en rouge le fentanyl et l'oxycodone. Le fentanyl, c'est en partie un médicament. Vous avez peut-être dans votre environnement des gens qui ont des cancers assez avancés avec des douleurs importantes. On leur met des patchs sur la peau et ces patchs analgésiques, c'est parfois du fentanyl, c'est ce qu'on appelle le durogésique. Donc ça peut agir comme médicament, mais c'est aussi une drogue, on va le voir dans un instant, extrêmement puissante. Donc c'est un produit qui est d'une puissance terrible. Et vous avez l'oxycodone, qui est également un produit très puissant, qui a une histoire dramatique aux États-Unis. Il y a des dizaines de milliers de morts. Il y a 5 à 10 ans, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans un État qui, au départ, n'était pas fait pour faire de la consommation de drogue, qui s'appelle l'Oklahoma. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'Oklahoma, on imagine toujours un cow-boy sur un cheval, on ne l'imagine pas en train de prendre un morphinique. Et en fait, il y a une collusion entre l'industrie pharmaceutique et pas mal de médecins qui ont prétendu que le produit n'était pas addictif, et du coup, il y a eu un usage absolument catastrophique, et il y a eu des décès à la pelle. Donc ça a été terrible. Heureusement, en Europe, on a mieux contrôlé les choses, mais avec le capitalisme sauvage américain, voilà, c'est passé comme ça. Vous avez alors les anxiolytiques, les sédatifs, l'éthanol. L'éthanol, malheureusement, c'est le meilleur anxiolytique. Donc les jeunes le savent bien, les vieux se le rappellent un peu, les garçons notamment, pour commencer à draguer une fille dans une soirée, rien de tel que de prendre une Jupiler. Et puis après, on a l'impression que tout va venir très facilement et c'est olé olé, on peut y aller. Donc c'est un très bon anxiolytique. Et donc en ce sens-là, les gens qui sont très anxieux deviennent très facilement dépendants. Vous avez les benzodiazépines, dont il y a un abus dramatique en Belgique. Liège, on est champion de l'abus de benzo. Vous avez les hallucinogènes, LSD, la psilocybine. Qui sait d'où c'est extrait, la psilocybine? Comment? Les champignons mexicains notamment. Et donc ces produits-là ont été complètement écartés par le corps médical.
depuis les années 60. Et puis en fait, alors c'est des hallucinogènes, donc il faut halluciner à certaines doses, etc. On va voir que dans les drogues, la dose est super importante, mais cette psilocybine, ça a l'air d'avoir des effets antidépresseurs pas inintéressants pour des gens qui sont résistants à d'autres produits. Le MDMA, ça n'a pas du tout d'utilisation thérapeutique. La kétamine, en fait, c'est un produit aussi qui a des vertus antidépresseurs. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde consomme de la kétamine parce que c'est hallucinogène. Mais donc, chez les patients résistants, en fait, la kétamine peut donner des effets intéressants. Les patients résistants aux antidépresseurs conventionnels. Et en fait, son intérêt, c'est qu'avec un antidépresseur conventionnel, il faut 1 mois et demi avant que ça commence à marcher. Avec la kétamine, ça marche en quelques heures. Vous avez un effet antidépresseur ultra rapide. Donc, les cliniciens l'utilisent parfois chez des gens qui sont déprimés avec un risque suicidaire majeur. Vous avez les dérivés du cannabis dont on va parler beaucoup. Donc, le cannabis est extrait du chanvre. Qui connaît la différence entre chanvre et cannabis ? Mais en fait, c'est tiré de la même plante, mais on va l'appeler chanvre si la teneur dans le composé psychoactif qui s'appelle le THC est très faible, moins de 0,2%. On va l'appeler le chanvre, et donc on en fait des cordes et tout ça, du chanvre. Et puis, s'il y a plus de THC, on va appeler ça le cannabis. Alors, je vous parlais de dose. Un truc très problématique depuis 10 ans, c'est l'augmentation du taux de THC dans le cannabis qui est délivré aux gens. En fait, ces taux de THC ont doublé, voire triplé en quelques années, et ça, c'est extrêmement problématique. Vous avez le gaz hilarant, le N2O, donc ce qu'on appelle le protoxyde d'azote. De nouveau, c'est un peu une drogue, mais c'est aussi en fait un médicament, parce que les anesthésistes utilisent du protoxyde quand ils vous anesthésient, et puis vous avez d'autres choses comme des solvants, etc. Alors, on doit parler de jeunes, mais je voudrais juste parler 2 secondes de vieux. Parce que les vieux ont droit au respect aussi, il faut quand même qu'on s'en occupe aussi. Et donc, pour le moment, en fait, à Baltimore, tout le monde sait où c'est Baltimore ? Côte est des États-Unis. Il y a une toxicomanie rampante là-bas, comme dans beaucoup de villes du Nord-Est. Mais vous avez de vieux noirs américains qui tombent à la pelle par surdosage en fentanyl. Ça va ? Et donc, pour le moment, vous avez une épidémie absolument phénoménale. On dit qu'à Baltimore, ces personnes qui sont dans la soixantaine, la septantaine, ont plus de risques de mourir du fentanyl, d'une overdose de fentanyl, que de problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est pour vous dire que des épidémies de toxicomanie, une fois que ça démarre, ça peut être absolument fulgurant. Alors, il y a les addictions sans substance. Donc, il y a le GSM. Le GSM, c'est absolument dramatique. Donc, moi, ici, j'ai envie de regarder sur mon GSM ce qui se passe, etc. Donc, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Je vous donnerai tout à l'heure un truc très simple pour vérifier si vous êtes addict ou pas. Il faut le faire avec le GSM. Les ados, au niveau de TikTok, ils deviennent quasi fous avec ça. Donc, leur vie mentale est remplie de couillonnades, des petits épisodes où on voit quelqu'un qui tombe, comme on voit à la TV américaine, etc. Ils regardent que ça. Et donc, pour moi, c'est un problème au moins aussi important que les substances. Et le risque, c'est qu'ils deviennent quasi décérébrés. C'est qu'ils ne prennent plus le temps, donc qu'ils vivent dans l'immédiateté, qu'ils soient tout le temps dans l'immédiateté et qu'ils ne prennent pas le temps de prendre du recul et de réfléchir à une chose en faisant de l'imaginaire interne et réfléchir à un problème, etc., tranquillement, et voilà, pour développer leur capacité intellectuelle. Alors, il y a Internet, donc c'est un peu le même topo, les jeux de hasard, le sexe aussi, ça peut aboutir effectivement à des choses terribles. Donc, vous êtes prêts pour faire un peu de science ? Oui ! Alors, combien de neurones dans le cerveau ? Combien de neurones dans le cerveau ? Combien ? 100 milliards, très bien. 10 exposant 11, 100 milliards, d'accord ? 10 exposant 11, combien de connexions entre des neurones ? En moyenne, un neurone reçoit combien de connexions
1000, mais avec des fluctuations énormes. Il y en a, c'est 100 000. Et donc, ça fait 10 exposant 14 connexions, qu'on appelle comment, les connexions? Les synapses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du grec? Levez la main, ceux qui ont fait du grec. Alors, ça vient de quoi, synapse? Synaptein. Et syn, ça veut dire avec, aller avec, se fixer à quelque chose, donc c'est un contact synaptique. Pas pour faire le guignol, hein, mais c'est pour faire vivre les langues mortes, en fait, un peu. Alors, les principaux sont ceux qu'on appelle les acides aminés. On ne va pas en parler beaucoup, peut-être un peu du GABA, parce que c'est là-dessus qu'agissent les benzodiazépines. C'est les plus prévalents, comme vous voyez. Donc, les pourcentages, c'est le pourcentage de synapses, donc des 10 exposants à 14, où il y a ce neurotransmetteur-là. Vous avez alors ce qu'on appelle les amines, donc c'est en fait des structures chimiques différentes, peu importe. Celle dont on va parler beaucoup, c'est la dopamine. Mais il y en a d'autres, la noradrénaline, l'adrénaline. La sérotonine, par exemple, la sérotonine, on pense que chez les individus déprimés, il y a un manque relatif de sérotonine dans certaines voies du cerveau. Vous avez les peptides, on n'en dit rien du tout, ce qu'on appelle les purines. Et puis alors, vous avez des non conventionnels. Je vais vous expliquer pendant 10 minutes en quoi c'est non conventionnel. Et dans ces non conventionnels, vous avez ceux-ci qui sont des endocannabinoïdes. Et donc, en fait, on a dans notre cerveau des molécules qui sont très lipidiques, l'anandamide et le 2-arachidonylglycérol. Retenez pour l'interro après, surtout le deuxième, parce qu'il est sympa. Vous avez aussi ce qu'on appelle le monoxyde d'azote, peu importe. Et donc, en fait, on a dans notre cerveau des molécules qui agissent comme le principe actif du cannabis, donc le THC. Ça va? Mais on va voir que le timing de l'action est très, très différent. Alors ici, vous avez un tout petit morceau microscopique de cortex, c'est-à-dire l'enveloppe autour du cerveau où il y a le plus de neurones. Et vous avez un neurone ici, d'accord? On l'appelle, à votre avis, on l'appelle comment au vu de sa forme? Qu'est-ce qu'il a comme forme, à votre avis? Ça ressemble à Gizeh, non? À une pyramide. On l'appelle un neurone pyramidal, ça va? Et le neurone pyramidal, il reçoit des connexions, d'accord? Donc ça, c'est un autre neurone qui envoie une projection, on appelle ça un axone, et puis ici, il fait synapse. Donc ça, c'est une des 1000 synapses sur ce neurone-là. Dans cette synapse, il y a des vésicules de neurotransmetteurs qui vont être libérés. Et vous voyez que, en fait, ce neurone, il reçoit des synapses sur ce qu'on appelle son corps cellulaire, mais aussi sur des prolongements qu'on appelle les dendrites, ici, qui sont l'appareil récepteur. Ça va? Et vous voyez que sur ces dendrites, il y a des épines. Ce n'est pas compliqué d'imaginer que ce soit des épines. Hein? C'est comme au niveau des ronces. Ça va? Ben, en fait, ces épines, dans la vie, leur position et leur nombre fluctuent tout le temps. Et en fait, les drogues d'abus, ce que ça va faire, on va le voir dans un instant, les drogues d'abus, ça va modifier la densité, etc., de ces épines dans certaines zones du cerveau. Ça va? Et puis en fait, donc, le corps cellulaire et les dendrites, y compris les épines, c'est l'appareil récepteur. Et donc l'appareil, la partie émettrice, c'est donc l'axone qui va, le long duquel va circuler ce qu'on appelle un potentiel d'action et qui est un signal électrique de 100 millivolts et qui va produire la libération de neurotransmetteurs. Et vous voyez que autour de cet axone, ceci c'est le début de l'axone de ce neurone-ci, vous avez un manchon. Ça va? Et ce manchon, à votre avis, ça s'appelle comment? La myéline, d'accord? Et cette myéline, elle constitue une chose, un matériel biologique extraordinaire, parce qu'elle va accélérer la vitesse du potentiel d'action d'un facteur 100. Donc les non myélinisés, ils conduisent à peu près 1 mètre par seconde, les myélinisés, 100 mètres par seconde. C'est absolument extraordinaire. Et il faut ça, en fait, parce que vous avez des neurones dans votre cortex qui projettent avec un axone jusque dans la moelle épinière. Ce sont les neurones moteurs. Et donc, comme ça fait à peu près 1 mètre, comme on fait 100 mètres par seconde, combien de temps pour arriver de là à là? 10 millisecondes.
Et en fait, surtout dans la région liégeoise, il faut ça pour échapper au bus du TEC, quand on est sur le passage pour piétons. Sans myélinisation, pas de survie dans la région liégeoise. Alors, je vous parle de la myéline parce qu'en fait, il y a un problème inhérent à la consommation de drogue chez l'adolescent, c'est que l'adolescent, on va voir un peu plus de détails, n'a pas myélinisé toutes ces zones cérébrales, tous ces axones dans le cerveau. Donc, il y a certains axones dans des zones assez critiques qui ne sont pas encore myélinisés, et la prise de drogue peut altérer ça. Je ne dis pas que ça l'altère systématiquement, mais ça peut l'altérer. Alors ici, on voit l'agrandissement de ceci. D'accord ? Donc vous avez des vésicules de neurotransmetteurs dans ce qu'on appelle la terminaison présynaptique. D'accord ? Il y a un potentiel d'action qui induit la libération de ce neurotransmetteur qui peut aller agir sur le neurone suivant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la transmission antérograde. C'est-à-dire que ça va de ce qu'on appelle le présynaptique vers le postsynaptique. Ça, c'est ce que vont faire les neurotransmetteurs conventionnels. Et les endocannabinoïdes, ils vont faire tout le contraire. On va voir ça dans un instant. Ils vont faire une transmission rétrograde du postsynaptique vers le présynaptique. Ça va ? Mais donc, l'immense majorité des neurotransmetteurs vont fonctionner comme ceci. Alors, tous les produits addictifs ont une propriété commune. Donc les produits addictifs, on va voir ça dans la dia suivante, ils agissent sur des cibles moléculaires différentes. La nicotine va agir sur les récepteurs nicotiniques, la morphine sur les récepteurs morphiniques. Mais ils ont tous la propriété commune d'augmenter la quantité de ce neurotransmetteur, la dopamine, dans cette zone-là qui s'appelle le noyau accumbens. Et donc, ça, c'est une observation qui est extrêmement reproductible en neurosciences, une des plus reproductibles. Alors, on explique un petit peu, parce que tout le monde n'est pas familier avec ça. Donc, c'est une vue latérale du cerveau. Vous avez ceci qui est la tige sur laquelle va se mettre le cortex. Donc, on va appeler ça le tronc cérébral, d'accord ? Et dans ce tronc cérébral, vous avez deux gros noyaux de neurones dopaminergiques. Vous avez celui qui va de la SN, la substance noire, vers le striatum. Je vous donne un peu de détails parce que ça va être utile pour la suite. Cette voie-là, elle contrôle la motricité et elle va dégénérer dans la maladie de Parkinson. Ça va ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie nigrostriée. Pour une région qu'on ignore, la voie à côté dans le Parkinson n'est pas du tout touchée. Et donc cette voie à côté, elle part de ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Donc ça, c'est la zone d'origine de ce circuit de récompense et qui va libérer de la dopamine dans ce noyau accumbens. Et donc tous les produits psychotropes, sucre, etc., tous les produits qui sont addictifs vont en aigu, après une prise, augmenter la concentration de dopamine là. Ça va être le signal initial et parfois, et heureusement souvent, après c'est stop. Il ne se passe plus rien. Mais s'il y a des circonstances favorisantes, il peut y avoir un emballement du système qui fait que ce signal initial, comme on va le voir, va se propager ailleurs. Ça va ? On a des médicaments il existe des médicaments qui ne sont pas addictifs. Par exemple, quels sont les produits qui sont addictifs dans médicaments et drogues? Par exemple, la cocaïne, c'est extrêmement addictif. Ça va libérer un maximum de dopamine là. Les morphiniques, on va voir que c'est un peu variable suivant les produits, mais c'est le cas aussi. Par exemple, vous avez des produits qui ne sont pas du tout addictifs, les antidépresseurs. Ceux parmi vous qui ont pris ou qui prennent des antidépresseurs, et surtout, il ne faut pas être honteux de ça, parce que les antidépresseurs, il n'y a pas de honte à en prendre, c'est comme les antidiabétiques ou les médicaments de l'hypertension. Eh bien, en fait, ça ne fait pas plaisir, entre guillemets, de prendre un antidépresseur. Donc, ce n'est pas du tout addictif, et ça, c'est parce qu'il n'augmente pas la libération de dopamine dans l'accumbens. Même chose, et c'est encore pire pour ce qu'on appelle les neuroleptiques.
que peut-être certains d'entre vous prennent ou connaissent des gens qui en prennent. Les neuroleptiques, en fait, ça bloque les effets de la dopamine ici. Donc, c'est anti-addictif, les neuroleptiques. Et au point que, chez beaucoup de patients, ça va donner un état qu'on appelle, c'est un nom un peu compliqué, d'anédonie, c'est-à-dire une absence totale de plaisir. Ça va ? Donc ce circuit de la récompense, c'est la cible commune de ces différents produits. Et donc ici, vous avez un peu plus de détails, mais c'est juste pour le fun. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre à disposition les diapos pour les gens que ça intéresse ? Donc voilà, je vois qu'il y en a parmi vous qui prennent des photos, mais ça ne va peut-être pas donner des masses. Donc en fait, ici vous avez le neurone dopaminergique, d'accord ? Et on est dans l'aire tegmentale ventrale. Et vous avez ici le noyau accumbens, schématisé. Et donc, en fait, vous voyez toute une série de drogues. Et donc, ce neurone dopaminergique, il est sous l'influence d'un neurone glutamatergique qui va l'exciter, qui va augmenter son activité électrique, et d'un neurone GABAergique qui va inhiber son activité électrique. Et donc, en fonction des drogues, on va avoir des effets divers. On va soit exciter l'afférence excitatrice, c'est par exemple la nicotine, soit on va agir directement dans l'accumbens en favorisant l'augmentation de la concentration de dopamine là. Les cannabinoïdes et les morphiniques, vous voyez qu'ils agissent de manière assez proche et on dit parfois que les cannabinoïdes, chez certains patients, c'est une voie d'entrée vers des toxicomanies plus lourdes comme l'héroïnomanie, par exemple. Et donc, en fait, eux, ils ont un mécanisme d'action intéressant. Ils vont faire ce qu'on appelle une désinhibition. Donc, le terme n'est pas compliqué. On enlève l'inhibition. Donc, ce neurone dopaminergique, il est toniquement inhibé par ce neurone-ci, qui décharge des potentiels d'action, qui tout le temps tend à réduire son activité électrique. Et avec les cannabinoïdes, on agit ici, avec l'héroïne ici, on va bloquer cette inhibition, donc désinhiber, et donc augmenter l'activité électrique. Vous voyez que c'est hard, hein, le début de l'exposé. Ça va quand même, vous tenez toujours le coup. Je vois encore qu'il y a des regards très vifs. Il y en a qui commencent à sombrer, mais il y a quand même encore des très très vifs. Alors, dans l'abus de drogue, on parle de tas de termes et il faut un tout petit peu les définir. On parle de tolérance, on parle de dépendance physique. La tolérance, qu'est-ce que ce serait? Comment est-ce qu'on la définirait? Parce qu'en fait, c'est un terme qui signifie tout autre chose que le médicament est bien toléré. C'est pas du tout dans cette... Quelqu'un a une idée? Oui? Voilà. Donc, en fait, c'est une diminution de la réactivité à un produit qui fait qu'il faut augmenter de plus en plus la quantité de produit pour obtenir le même effet. La dépendance physique, c'est encore un cran plus loin. On va voir ça dans un instant. Il y a la dépendance psychologique, évidemment, qui est très intense. Et alors, souvent, les psychologues parlent de renforcement positif et de renforcement négatif. Donc, au début d'une consommation chronique de drogue, c'est surtout le renforcement positif qui prédomine, c'est-à-dire qu'on consomme pour se faire plaisir, parce qu'on a envie d'avoir l'effet d'euphorie avec la cocaïne, être le Rambo du bureau, celui qui travaille de 3 heures du matin à 2 heures du matin le lendemain, et donc qui travaille plus que les autres, etc. Étonnant de voir comme la consommation de cocaïne dans le milieu de l'entreprise est extrêmement prévalente, hein, c'est un problème aussi. Donc ça, on veut se faire plaisir. Et le renforcement négatif, c'est quand on veut éviter les conséquences délétères de la non-prise. C'est-à-dire que quand on est dépendant d'une drogue comme l'héroïne, quand on arrête la consommation, on a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Et donc à ce moment-là, en fait, le toxicomane n'a plus tellement de plaisir de sa consommation et il consomme surtout pour éviter les conséquences négatives. En somme, ça devient vraiment très moche, hein, parce que, voilà, on ne s'amuse même plus. Et alors, vous avez le terme addiction que j'ai mis en rouge parce que lui, il a, les autres aussi, mais il a une définition très précise qui est importante. Donc, en fait, on dit qu'il y a 2 caractéristiques, mais il y en a plutôt 3, et qui sont très utiles pour comprendre ce qui se passe, notamment quand on va détoxifier un toxicomane. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'on maintient la consommation
en dépit de ses conséquences négatives. Donc, par exemple, un alcoolique profond, les huissiers de justice m'ont déjà raconté la déchéance dans laquelle se retrouvent des alcooliques profonds. Ils se retrouvent dans une pièce minable, dans leur caca, et ils ne savent plus quoi faire à part essayer de sortir pour trouver une bouteille de gin. C'est vraiment absolument dramatique. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'ils continuent à consommer? C'est parce qu'une partie de leur cortex dont on va parler, le cortex préfrontal, qui est le cortex antérieur, qui est en fait notamment un centre de prise de décision, commence à fonctionner, à dysfonctionner, à fonctionner de travers, et donc ils deviennent incapables de prendre les bonnes décisions. Ça va? Et ça, c'est très prévalent chez quelqu'un qui a une addiction. Et donc, c'est ce qui fait que, et là, je vous demande vraiment d'imprégner vos circuits de ça, que le toxicomane est un malade. C'est un malade qui, plutôt que de ne plus produire assez d'insuline comme un diabétique, il a ses circuits cérébraux, notamment ce qui va et ce qui vers le cortex préfrontal et ce qui en sort, qui fonctionnent mal. Alors, deuxième chose, caractère compulsif de la consommation. Donc la consommation devient quelque chose d'automatique et rentre dans des circuits d'automaticité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que l'autre système dopaminergique, celui dont je vous ai parlé et qui contrôle la motricité, commence à être impliqué. Et en fait, pour vous donner un exemple concret, ces circuits nigrostriés, c'est les circuits, par exemple, qui encodent vos habiletés motrices du genre faire du vélo. Et c'est très particulier. Donc, par exemple, un patient peut être un Alzheimer profond, c'est-à-dire avoir 80% de ses neurones corticaux qui ont dégénéré. S'il a son striatum et sa substance noire qui fonctionnent toujours, il va pouvoir toujours faire du vélo. Vous allez me dire, ça ne va pas lui servir à grand-chose, mais il ne saura pas où aller. Bon, ça c'est vrai. Mais enfin, il pourra faire du vélo. Donc, c'est des mémoires complètement différentes, d'accord? Et c'est des mémoires qui encodent des choses automatiques. Et donc, on pense que ce système, que ce caractère compulsif est dû, si vous voulez, un peu à une contamination du système nigrostrié par cette prise de drogue. Et puis alors, quelque chose qui pose un problème énorme, c'est l'envahissement de la vie mentale par tous les aspects de la consommation. Et ça, c'est ce qui fait qu'un vrai traitement de maintien d'abstinence d'un toxicomane est quelque chose de très difficile. Donc, le traitement aigu de détoxification, par exemple, d'un héroïnomane, pose pas beaucoup de problèmes. On lui donne, vous savez, c'est quoi le produit qu'on utilise dans l'initiation de l'abstinence? La méthadone, on donne la méthadone, on va voir pourquoi c'est la méthadone, et cette méthadone va permettre de réduire, de stabiliser la situation, de réduire les doses petit à petit. Et ça va durer 15 jours, 3 semaines. Parfois, on va garder de la méthadone. Mais alors, ce qui va se passer, c'est que ce toxicomane, s'il a passé des mois ou des années à consommer, sa vie mentale, ça va être zéro. Et donc, tout le travail, en fait, la pharmacologie a très peu à y faire à ce moment-là. Tout le travail par tous les gens qui s'occupent de ces malades, dont les réseaux ici, qui font sûrement un travail admirable, c'est peupler la vie mentale de ces gens parce que pendant qu'ils consommaient, il n'y avait que la consommation. Donc il fallait réfléchir à comment aller voler le sac de la vieille dame pour avoir du fric, pour trouver du produit, etc., trouver les moyens de préparer, etc. Et donc, il se retrouve avec un cerveau qui est blanc une fois que la détoxification sera passée, d'où évidemment le risque de rechute qui est extrême. Alors, dans le cas d'un ado, parce que je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent beaucoup des ados, mais dans le cas d'un ado, donc là, certains signes d'inquiétude, c'est des difficultés scolaires majorées, donc ils ont de plus en plus de mal à l'école, et par exemple, arrêt d'activité autre. Donc, par exemple, vous avez un gosse qui aimait faire un tel sport ou qui aimait avoir une activité musicale, jouer de la guitare ou quoi, et puis qui arrête ça, qui délaisse ça progressivement. Mais ça, c'est des signes d'appel, des signes qu'il y a un problème qui se produit. Alors,
tolérance et dépendance physique, vous savez qui est ce chanteur? C'est Prince. Ben, c'est marqué dessus d'ailleurs. Oui. Et donc Prince est mort suite à sa méconnaissance de la pharmacologie. C'est pas de chance. Hein. Alors pourquoi? Donc en fait, quand on prend un produit de manière régulière, on va avoir la première fois un certain effet. Peu importe les échelles, ici on donne de la morphine et on voit un effet sur un métabolite, peu importe lequel. Et on voit qu'il y a une certaine amplitude d'effet. Et puis quand on répète la même dose, ben, l'effet diminue. Et puis il diminue encore, il diminue encore. Ça va? Ça, c'est parce que cette morphine, elle stimule des récepteurs. Et en fait, le récepteur, il n'est pas fait pour être stimulé très régulièrement. Et il se protège et il va en fait aller se cacher à l'intérieur de la cellule. Ceux qui ont fait de la biologie, on appelle ça de l'endocytose. Et donc, c'est ça qui crée cette tolérance. Ce qui fait que notre ami Prince, qui consommait trop de morphine ou de fentanyl, voyant ça ici, ben, comme le disait monsieur, il va augmenter sa prise de fentanyl. Et donc, il va monter à des doses, il y a parfois des doses monstrueuses. Hein. Les héroïnomanes qui sont sous méthadone, parfois on voit des doses, on se dit, mais ça tuerait un bœuf, cette dose-là. Et donc, il faut des doses très, très importantes. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ce Prince, qui avait envie de faire la musique, il s'est dit, il faut que j'arrête. Et donc, après avoir augmenté ses doses ici, il a arrêté pendant 6 mois. D'accord? Et le système, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le système qui n'était plus exposé à la morphine, il s'est resensibilisé. D'accord? Mais Prince, quand il a recommencé à prendre son héroïne ou son fentanyl, il a pris la dernière dose. Et du coup, ça a été un effet cataclysmique, et du coup, arrêt respiratoire et décès. Ça va? Donc, ces variations de sensibilité de récepteurs, ça peut donner des choses assez fulgurantes. Alors ça, c'est pour la tolérance. La dépendance physique, c'est un cran plus loin. Donc, en fait, quelqu'un qui est simplement tolérant, un bon truc à retenir, c'est que quand il ne prend pas le produit, tout va bien. D'accord? Ce n'est que quand il prend le produit qu'on voit qu'il y a un problème, parce qu'il faut plus de produits chez lui pour produire le même effet que chez quelqu'un de naïf. Mais quelqu'un qui devient dépendant physiquement, ça ne va plus du tout, plus jamais, même en absence de drogue. Et donc pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, vous voyez que non seulement il va y avoir une tolérance, c'est-à-dire que l'effet devient plus petit, mais le cerveau réagit en contrecarrant l'effet du produit. Vous voyez qu'ici, la morphine, elle fait diminuer la concentration de ce produit-là, mais en fait, le cerveau, en modifiant son expression de gènes, va contrecarrer la chose. Et donc, il va produire un effet opposé, ce qui fait que la personne dépendante physiquement va devoir tout le temps consommer un maximum, parce que si elle se trouve à ce niveau-là, elle se sent très mal, à 150%. Donc, il faut qu'elle redescende à 100%, d'où nécessité de prendre le produit en permanence. Donc, quand on a une dépendance physique, ben, le problème est permanent. Il y a une nécessité de prise continue de produits. Et puis alors, une chose qui est très claire aussi dans le domaine de l'alcool, par exemple, c'est que ça explique la chose suivante. Vous connaissez sans doute des gens, parce que c'est fréquent, qui sont alcoolodépendants et qui, à 9 h du matin, exhalent l'alcool au point que quand vous respirez en face d'eux, vous avez l'impression de tomber dans les pommes. Ils sont à 2-3 grammes d'alcool. Et donc, en fait, ce qui se passe, ou à 4 grammes d'alcool, ce qui se passe, c'est que comme ils sont dépendants physiquement, ben, en fait, ils ont le même niveau de vigilance à 3 grammes par litre d'alcool de sang que vous à 0. Ça va? C'est ça la définition de la dépendance physique. Donc, en fait, ils sont dans un état, comme on dit, de fausse homéostasie, où pour continuer à fonctionner, ils doivent être en permanence à des valeurs élevées d'alcoolémie. Et d'où, évidemment, le corrélat, qui est le syndrome de sevrage. Ça va? Donc, quelqu'un qui est simplement tolérant en principe, quand on arrête la prise, il n'y a pas vraiment de syndrome de sevrage. Les gens qui sont dépendants physiquement, il va y avoir un syndrome de sevrage terrible. Voilà, on a une petite pensée pour Prince. Hein?
Purple Rain. Hein, un des plus beaux slows du monde, Purple Rain. Hein. Madame a déjà dansé, je vois. Madame a dansé sur Purple Rain. Oui. Hein. Alors, un autre aspect qui est très très important, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Alors c'est un terme un peu abscon, mais qui veut dire simplement ce que devient le produit dans l'organisme une fois qu'il a été absorbé. Et donc dans le cas des drogues, en fonction du site d'administration, hein, on peut les inhaler, les prendre par la bouche, les injecter en intraveineux, etc. Ça dépend un peu. Mais à un moment donné, le produit va se retrouver en tous les cas dans le sang. Ça va ? Et puis en fait, à partir du moment où il est dans le sang, le produit doit aller dans le cerveau. Et là, vous avez une barrière, en fait, qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière particulière qui fait que seuls les produits qui sont assez, comme on dit, lipophiles, c'est-à-dire gras, qui se dissolvent plus facilement dans de l'éthanol que dans de l'eau, seuls les produits très lipophiles vont pouvoir passer cette barrière hémato-encéphalique. Et donc, les produits très lipophiles, une fois qu'ils sont dans le sang à concentration suffisante, ils vont passer super rapidement dans le cerveau. Je vous donne 2-3 exemples. L'héroïne, en fait, au niveau du récepteur des opiacés, elle n'est pas plus puissante que la morphine. Ça va ? Donc l'héroïne n'est pas puissante sur le récepteur. Mais par contre, l'héroïne, en fait, c'est de la morphine qui a été transformée à 2 endroits pour rendre le produit plus lipophile. Donc ce qui fait le caractère addictif massif de l'héroïne, qui est beaucoup plus addictif que la morphine, c'est qu'elle passe la barrière hémato-encéphalique à une vitesse VV'. Ça va ? En quelques secondes, elle a passé. Et donc, si vous voulez, on a le sentiment, et ce n'est pas encore très précis dans la littérature, que le cerveau, une fois qu'il est titillé par une montée importante d'activation du récepteur, ben, ça donne des effets spectaculaires et donc avec un risque de renforcement positif, etc. Un autre exemple, c'est la nicotine. Donc la nicotine qu'on inhale, première bouffée de cigarette, à votre avis, temps zéro, on paffe la cigarette, combien de temps avant d'avoir de la nicotine dans le cerveau? Donc il faut qu'elle passe des alvéoles pulmonaires dans le sang et du sang vers le cerveau. 10-20 secondes. Donc la nicotine, c'est une bombe pharmacocinétique. Retenez ça, une bombe pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'elle passe dans le cerveau à une vitesse absolument incroyable et ça contribue sûrement à son caractère addictif. Alors en plus, un truc qui n'est pas de chance, c'est que beaucoup de drogues d'abus ont ce qu'on appelle un temps de demi-vie qui est court dans le plasma. Qu'est-ce que c'est le temps de demi-vie? On injecte le produit, il atteint une certaine concentration, et puis on mesure le temps jusqu'à ce que la concentration baisse de moitié. C'est tout simple. C'est le temps de demi-vie, ça va. Plus il est court, ben, plus il y a des fluctuations importantes. Et donc, en fait, par exemple, l'héroïne, elle a un temps de demi-vie de quelque chose comme entre une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend un petit peu. Et donc, une fois qu'on la prend, ben, il va y avoir une montée, si on la prend en IV, en intraveineux, la concentration plasmatique va monter vite, mais puis ça va chuter extrêmement rapidement. Et donc, c'est pour ça que dans les détoxifications, on va utiliser des molécules à temps de demi-vie long, c'est-à-dire des molécules dont les concentrations dans le sang de médicaments restent stables très longtemps. Et c'est ça qui caractérise la méthadone. Alors ici, vous avez par exemple une idée de ce qui se passe avec de la cocaïne quand on la prend en intraveineux, quand on la fume, quand on la prend en intranasal ou en oral. Et vous voyez qu'en intraveineux, fatalement, on atteint des pics de concentration effrayants. Et donc là, à ce moment-là, une partie du produit peut passer dans le cerveau, et donc ça va super vite. Mais quand on la prend par voie orale, ici, vous voyez qu'on n'atteint pas les mêmes niveaux, et donc tout va plus lentement, et donc la sensation subjective est moins spectaculaire. Même chose pour le tabac. Donc ici, le tabac, quand on le fume, vous voyez, ça va très très vite. Hein. Donc je vous disais, en 1 minute, on a déjà de gros effets qu'on peut mesurer dans le cerveau. Et c'est pour ça que, par exemple, les gommes de nicotine, ça va beaucoup plus lentement. Et c'est pour ça que les gommes de nicotine, c'est très bien pour essayer de se déshabituer
du tabac, mais en même temps, ça ne donne pas les effets agréables de la nicotine qui sont apportés par les fumeurs. Ça va ? Et donc ici, vous avez le temps de demi-vie, donc on a la concentration dans le sang. Le temps de demi-vie de l'héroïne, ça va très vite, et puis on se réinjecte, donc c'est tout le temps comme ça en zigzag. Et quand on prend de la méthadone, ben on arrive à stimuler les récepteurs de manière continue, plus continue, parce que les concentrations dans le sang sont plus continues. Alors, je vous ai dit que le signal initial, je regarde quelle heure il est, parce que j'ai pas... Ouh, je suis déjà long. Le signal initial de la toxicomanie, il se produit au niveau de cette voie méso-accumbens, d'accord ? Et donc, en fait, comme je vous l'ai dit, heureusement, ça peut s'arrêter là. Donc, on peut prendre des produits qui sont addictifs, heureusement. Moi, j'adore le Bordeaux, surtout le Saint-Julien, donc qui est hyper addictif chez moi, mais j'arrive à contrôler ma consommation, et donc on peut activer son circuit de récompense, et puis ça s'arrête, et puis ça recommence. Mais en fonction des circonstances, on va en parler un petit peu, etc. Mais en fait, il peut y avoir des anomalies synaptiques, donc des anomalies dans les connexions entre neurones, qui se développent, notamment dans ce noyau accumbens. Et puis là où ça devient difficilement réversible, c'est quand ça arrive dans le cortex préfrontal, parce que ce cortex préfrontal, comme je vous disais, c'est le centre notamment de prise de décision, et s'il est dysfonctionnel au niveau synaptique, ben, il y a plus de chances de tomber dans la toxicomanie et de consommer malgré les conséquences négatives, etc. Et donc ici, vous avez l'illustration. Donc je vous ai remis mon premier schéma avec, vous voyez, les synapses, les épines synaptiques, d'accord ? Et donc ici, vous voyez, en fait, on voit un dendrite avec une épine ici chez un individu contrôle, et puis on le soumet à de la prise d'amphétamine, et on voit que les épines se modifient. Vous voyez que, en fait, ici, la première, elle s'est dupliquée, d'accord ? Et il en est apparu une deuxième. Et donc, en fait, c'est ce qui est schématisé ici. Vous avez une synapse ici et une là, et puis vous avez duplication et modification de ce type-là de la circuiterie synaptique. Et donc, c'est vraiment ça qui se produit dans le processus addictif. Et donc, ce qui est important de considérer, c'est que ça ne va pas se voir sur une RMN, d'accord, ou sur un scanner cérébral. C'est de la microarchitecture qui se modifie, c'est-à-dire les processus fins de connexion entre neurones. Alors, on parle un petit peu du caractère particulier de ce système endocannabinoïde. Donc, je vous rappelle que ces endocannabinoïdes, ce sont des neurotransmetteurs non conventionnels. Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est que normalement, dans cette synapse-ci, le signal va de là à là et de là à là, d'accord ? Donc ça, c'est la transmission orthograde. Et puis alors, les endocannabinoïdes, ils font le contraire. Donc, ils sont produits dans le compartiment postsynaptique et ils informent la présynapse de comment elle doit décharger. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Dans le cas des endocannabinoïdes, vous avez la terminaison présynaptique, vous avez la postsynapse, et donc les récepteurs aux cannabinoïdes, le principal qu'on appelle CB1, se trouve au niveau présynaptique, donc sur la terminaison présynaptique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces endocannabinoïdes, vous avez les deux produits ici, ils vont être synthétisés ici s'il y a beaucoup de calcium dans cette épine dendritique. D'accord ? Et s'il y a beaucoup de calcium dans cette épine dendritique, il va y avoir synthèse et le produit va aller agir en rétrograde sur le récepteur. D'accord ? À votre avis, pourquoi est-ce que le produit n'est pas stocké dans des vésicules ? L'anandamide ou le 2-arachidonylglycérol. C'est une question, si vous savez ça, vous avez réussi le bac 3 en médecine. Mais c'est parce qu'en fait, ces produits, ils sont très lipophiles. C'est quasi des acides gras. Et donc, en fait, ils ne pourraient pas être stockés dans des vésicules parce qu'ils traversent les membranes très, très facilement.
Ça va? Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vésicule dans le cas des cannabinoïdes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont synthétisés à la demande. Ils ne sont pas stockés au départ comme les autres et puis libérés, mais ils sont synthétisés à la demande à certains moments. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils sont synthétisés au niveau de microdomaines du cerveau. C'est-à-dire, par exemple, au niveau d'1 mm3 de cerveau, il va y avoir à un moment donné plein d'endocannabinoïdes qui va être synthétisés. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble par un petit schéma. Donc voilà ce que je vous ai dit. Donc le site de production, c'est ce qu'on appelle le soma, le corps cellulaire et les dendrites, pas les terminaisons présynaptiques. Et les autres informations ne sont pas très importantes. Alors oui, je vais d'abord vous montrer. Voilà. Je vais d'abord peut-être vous montrer ceci. Ah oui, mais mon animation ne marche pas. Alors attendez. Ah oui, je suis en PDF ici. Oui. Comment? Oui, je veux bien, si c'est possible. J'ai travaillé beaucoup sur une animation, ce serait une frustration terrible de... Ouais. Ah non. Non. PowerPoint. Non, mais si c'est trop compliqué, on va renoncer, sinon c'est pas... Vous allez voir, ça vaut la peine. Franchement, vous n'attendez pas pour rien. Ça va pas être très beau, mais ça va être évocateur, je pense. Ah. Ouais. Ça, le reste, je crois que je saurais faire. Attends. Ah. Alors. Est-ce que ça va marcher? Vous êtes prêts? Donc, vous reconnaissez le cerveau et vous voyez l'activation physiologique. Alors, vous voyez activation physiologique des récepteurs CB1. Ah, petite activation là. Ça va? Ça s'arrête. Tout le monde suit toujours? Activation ailleurs. Et puis ça s'arrête. Mais ça joue des rôles physiologiques importants. Donc quand ça se passe, ben, ça module la transmission synaptique à l'endroit. Encore un petit endroit là. Ça s'arrête. Encore un dernier petit. C'est vraiment pour... Bon, c'est un peu taper sur le clou. Ouais. C'est fini. Oh non, il y en avait encore un. Et maintenant, activation des récepteurs CB1 par le THC. Donc quand quelqu'un prend du cannabis qui contient une bonne dose de DHC. C'est différent. Ça va? Donc en fait... oh, oui, non, c'est pas extraordinaire comme animation, hein, je suis d'accord. Mais c'est pour vous dire que donc les endocannabinoïdes, quand ils agissent, mais ils vont agir comme ça en patchwork dans le cerveau, de manière localisée et aussi déterminée dans le temps, donc courte durée, ça va. Et donc ils vont tuner en fait l'activité synaptique parce que ils vont dire chaque fois la post-synapse va dire après synapse, il faut que tu arrêtes de décharger, ça va. Donc il va y avoir ce tuning. Et quand quelqu'un va prendre du THC, ben, il va y avoir une inondation globale de tout le cerveau, des récepteurs CB1 dans tout le cerveau. Et ça, c'est ce qui va expliquer les symptômes de l'intoxication au cannabis qu'on va rappeler ici. Ça va? Et donc,
Deux, trois choses supplémentaires que je voulais vous dire en ce qui concerne le cannabis. Donc ici, vous avez une dia qui date d'un certain temps, mais qui est toujours valable, pour vous dire que le cannabis et de loin n'est pas le produit le plus addictif. D'accord ? Donc ici, on prend le pourcentage de gens qui ont été en contact une fois dans leur vie avec la drogue. Et ici, on prend le pourcentage qui ont les critères d'addiction à la drogue. Et puis, on fait le rapport des deux. Ça va ? Donc, 24 sur 75, c'est 31%. D'accord ? Donc, avec le tabac, qui est le champion au niveau caractère addictif, ceci dit, il n'y a pas que le caractère addictif, vous avez aussi toute la toxicité, etc., qui entre en jeu. Mais, donc ici, on parle que le caractère addictif, ben, c'est 32% pour le tabac. Pour l'héroïne, c'est 23%. Vous voyez que la nicotine fait plus fort que l'héroïne, elle est plus addictive que l'héroïne, et ça c'est parce qu'en fait la nicotine laisse des traces très durables dans le cerveau après quelques prises seulement. Et vous voyez que le cannabis, ben, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas addictif évidemment, mais le risque de subir une addiction est plus faible. Ça va ? Mais c'est de 10%. On va voir quelques chiffres encore dans les dernières dias. Alors, effet pharmacologique du cannabis. Donc, du fait de cette imprégnation globale du cerveau de cette activation globale des récepteurs CB1, on va altérer, donc dans ce qu'on appelle l'ivresse cannabique, on va altérer les fonctions cognitives, la perception de l'environnement, la mémorisation, augmentation du temps de réaction. Donc, le truc le plus important chez quelqu'un qui prend du cannabis, c'est surtout pas de conduite de véhicules, de voitures, de camions, d'avions, de vélos, de mopettes, de tout ce qu'on veut. Même à pied, c'est dangereux, hein, parce qu'on risque de tomber sur la route. Donc ça, c'est la mesure de sécurité ultime, c'est éviter que ces gens-là conduisent des voitures ou autre chose. Ça va ? Alors, la prise de cannabis peut induire chez des gens fragiles psychologiquement des manifestations psychotiques. Donc, manifestations psychotiques, ça veut dire délire, hallucination. Et normalement, heureusement, c'est réversible, mais chez certaines personnes qui sont fragiles, ça peut devenir permanent chez 20 à 50% des gens. Donc tout ça est très dépendant de l'environnement génétique, enfin de la génétique de l'individu, de l'environnement social, etc. Mais donc il y a quand même un risque à ce niveau-là qui est très variable en fait d'un individu à l'autre. Alors ça fait prendre de l'appétit, le cannabis, et en fait les surpoids actuels, peut-être qu'en partie la consommation de cannabis y est pour quelque chose. Donc c'est des produits qui sont anti-nauséeux, et qui sont parfois utilisés dans cette indication-là. On altère la coordination, on a des sensations désagréables de type panique qui peuvent se produire dans ce qu'on appelle les bad trips, etc. Quelque chose qui est une propriété intéressante, c'est qu'ils peuvent donner de la relaxation musculaire, ce qui fait qu'il y a une préparation à base de dérivés cannabinoïdes qui est sur le marché en Belgique et qui est parfois administrée aux patients qui sont atteints de sclérose en plaques. Alors, le THC, donc le tétrahydrocannabinol, donc le principe actif, a quelque chose de positif, c'est qu'il n'a pas de neurotoxicité. Donc le THC ne tue pas des neurones, ça va ? Contrairement à d'autres produits, par exemple l'amphétamine, la méthamphétamine, ça a un effet toxique direct sur des neurones, ça tue des neurones, ça va ? Il n'endommage pas non plus les vaisseaux. Contrairement à la nicotine, une consommation chronique de nicotine, ça endommage les vaisseaux terriblement, ce n'est pas son cas. Mais quand on fume du cannabis, on a le même risque, par exemple, cancer du poumon, qu'avec le tabac classique. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on fume, c'est qu'on va fabriquer la combustion à haute température, va fabriquer ce qu'on appelle des hydrocarbures polycycliques, et donc il va y avoir un risque de cancer du poumon, par exemple. Ça va ? Et donc, à ce niveau-là, les risques pour la santé sont avérés. Alors, ça, c'était mon animation. Hein ? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Alors,
problème particulier lié à l'adolescence. Donc en fait, le cerveau de l'adolescent ne fonctionne pas de la même façon que le cerveau adulte, en ce sens que, et j'aime bien ce cartoon ici qui est assez récent mais que je trouve évocateur, vous avez ici le cortex préfrontal, vous avez ici une zone qui est un peu le centre de nos émotions qui s'appelle l'amygdale. Donc on a des amygdales dans le cerveau, ce n'est pas les mêmes que celles dans la gorge, hein, c'est d'autres amygdales. Et on a l'hippocampe qui est aussi une zone qui fait partie du circuit des émotions, etc. Et donc vous voyez qu'en fait, le rapport d'activité de ces zones est différent. Donc en fait, l'adolescent n'a pas maturé complètement, n'a pas myélinisé complètement ses connexions avec le cortex préfrontal. Et donc, son cortex préfrontal fonctionne relativement peu, et il est surtout dominé par l'amygdale et l'hippocampe, par ses émotions. Tandis que l'adulte, il a des émotions aussi quand même, hein, on n'est pas complètement à la masse à ce niveau-là, mais on a un contrôle du cortex préfrontal qui est très fort sur notre système limbique. Ça va ? Et donc en fait, ce contrôle préfrontal est très important, et tant qu'il n'est pas altéré par la prise chronique de drogue, c'est un phénomène protecteur contre la prise de drogue de manière compulsive, etc. Donc, si vous voulez, l'adulte est mieux protégé d'une impulsivité que l'adolescent. Et donc, c'est là où l'adolescent a une fragilité au niveau de la prise de drogue qui est très claire. Donc, ce cortex préfrontal, il va notamment contrôler donc, ce qu'on appelle les comportements sophistiqués, la prise de décision, ce qu'on appelle les habiletés sociales, et donc ça va être perturbé par cette prise de cannabis, et cette prise de cannabis va le faire plus, si vous voulez, que l'alcool, en tous les cas à dose modérée. Donc si on compare prise de cannabis et prise d'alcool à dose modérée, le cannabis va être plus à même de perturber cette maturation. Donc en ce sens-là, il y a un problème au niveau des adolescents. Et donc, de nouveau, on n'est pas... les ados ne sont pas tous égaux devant la prise de produits, et donc ça peut, chez certains qui ont une structure psychique fragile, précipiter des phénomènes psychiatriques graves. Ça va ? Donc en fait, par exemple, la maladie psychiatrique la plus grave, qui est la schizophrénie, enfin qui est la plus spectaculaire en tous les cas, en fait, vous avez des gens qui sont malades, qui sont schizophrènes, et puis vous avez beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, subcliniques, c'est-à-dire qui ont une structure psychique fragile, qui, si elle n'est pas stressée par la prise de produits comme le cannabis ou d'autres, va résister. Et donc ces gens vont rester adaptés au cours de leur vie. Et puis là, chez eux, la prise de drogue, et notamment de cannabis, peut précipiter la chose. Et alors, il y a également un risque, évidemment, de passage vers d'autres drogues, notamment les morphiniques. Alors, quelque chose qui est particulièrement important, c'est les doses. Donc en fait, et c'est le cas surtout, c'est le cas notamment des produits catinones et dérivés, on n'a aucun contrôle sur la dose de ces produits, et donc vous avez parfois, sont distribués dans des boîtes de nuit, des comprimés à des doses phénoménales. Par exemple, vous connaissez l'ecstasy, hein, que certains consomment pas mal en boîte de nuit. La dose habituelle, c'est de 50 mg, et ça tape déjà fort, donc ça donne une sensation d'empathie. Là, on danse jusqu'à être complètement déshydraté, et on arrive aux urgences secs comme un coup de trick. En fait, à un moment donné, il y avait des comprimés qui circulaient à 500 mg. Donc 10 fois la dose, entre guillemets, habituelle. Et donc là, évidemment, c'est d'une dangerosité assez extraordinaire. Donc, globalement, on déconseille la consommation avant 21 ans, en raison de ce fait de la participation des systèmes endocannabinoïdes au tuning des circuits cérébraux les plus sophistiqués, si vous voulez. Alors, quels sont les signes inquiétants?
Donc les signes inquiétants, c'est augmentation de la fréquence des doses, d'accord. Quelque chose qui est particulièrement inquiétant, et je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans l'Assemblée, et donc ça c'est un signe qui doit attirer votre attention si vous voulez du bien à votre ami, etc., c'est le repli sur soi. Donc autant une consommation avec des copains, avec des copines assez ludique, etc., on peut encore passer, mais quand l'individu se met à se replier sur soi et à consommer tout seul, etc., la consommation devient souvent beaucoup plus dure, entre guillemets, et donc ça, c'est un signe inquiétant. Alors, autre chose, les deux aspects de l'addiction qu'on a déjà dit, envahissement de la vie mentale par la consommation, le caractère automatique, donc compulsif, et la perte du contrôle. Alors ici, il y a des chiffres que je trouve intéressants pour vous donner une idée du risque en fonction de la fréquence de prise. Donc en fait, le risque de développement, donc ici le risque dont on parle, il faut bien voir ce que c'est le risque de développement d'une addiction. Ça va ? Donc, le risque de développement d'une addiction, on ne parle pas des risques de développer des maladies psychiatriques, par exemple. Et donc, vous voyez que si c'est très épisodique, ce risque, il est faible. Donc, si, par exemple, on a moins de 12 jours de prise par an, le risque de développer une addiction est de 3%. Mais par contre, si on arrive à une prise quotidienne ou quasi quotidienne, vous voyez que là, on monte à des chiffres en moyenne de 36%. Donc il y a évidemment une grosse marge. C'est des chiffres qui sont mis comme ça, c'est plus variable que ça, mais c'est pour vous donner une idée que l'augmentation du risque est très élevée si vous augmentez la fréquence de consommation. Et alors, en fait, la durée, elle a un impact aussi, mais qui est moins spectaculaire. C'est-à-dire que si vous consommez depuis 3 ans, le risque de développer une addiction n'est pas nécessairement beaucoup plus grand que si vous consommez depuis 1 an. Vous voyez, ça va de 11 à 21%, ça monte un peu, mais le paramètre le plus important, c'est la fréquence des prises. Ça va ? Alors, les nouvelles drogues, parce que finalement, je vais quand même vous parler un petit peu des nouvelles drogues. Qu'est-ce qu'il faut en dire ? Donc, il ne faut pas les prendre. Non, mais c'est des crasses. C'est des crasses, je dirais, on a mieux que ça sur le marché, pour être un petit peu cynique. Et donc, en fait, elles n'ont aucun intérêt. Donc, en fait, c'est des produits de type amphétamine, mais simplement un peu moins puissants pour des raisons chimiques. Elles passent plus difficilement la barrière. Et donc, on n'a aucun contrôle sur la pureté des produits, ni sur les doses. Et donc, ça n'a aucun intérêt, et je dirais que même pour le toxicomane qui est à la recherche de nouvelles sensations, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de nouvelles sensations. Alors il y a certains produits, si vous vous rappelez, qui ont été suggérés comme donnant des trucs complètement délirants, les gens devenaient cannibales, bouffaient leur épouse, etc. Enfin, il y a certains produits qui donnent comme ça des phénotypes très particuliers, mais c'est tout à fait monstrueux. Alors le protoxyde d'azote, en fait, si on le consomme de manière très, très épisodique, ça ne pose pas trop de problèmes. En fait, vous en consommez... il est possible que vous en consommiez en fait pas mal en une fois si vous êtes opéré. En fait, dans certaines anesthésies générales, on met du protoxyde. Par contre, la consommation chronique est très problématique parce qu'en fait, ce N2O, il va inhiber la production et l'effet d'une vitamine qui est très importante pour certaines voies du système nerveux central. Et donc ça va donner des dégénérescences de ces voies, notamment les voies de contrôle du toucher, de la douleur, etc. Et donc c'est très problématique, donc c'est à éviter. Alors la polyconsommation, c'est-à-dire prendre plusieurs produits, c'est toujours une mauvaise idée. Ça va ? Donc, par exemple, on potentialise le risque létal, d'accord ? En principe, une overdose de benzodiazépine ne donne pas de mortalité. Il n'y a quasi pas d'effet décrit dans la littérature. Par contre, si on associe, évidemment, là, le risque de mortalité devient beaucoup plus important. Donc, en fait, on a développé les benzodiazépines au départ parce qu'il y avait d'autres produits qui existaient sur le marché
qui existent encore un tout petit peu, les barbituriques, qui, eux, provoquent des arrêts cardio-respiratoires. Donc les barbituriques, je vous rappelle, c'est très important, ont tué Marilyn Monroe. Et donc, du coup, après Marilyn Monroe, on s'est dit, on ne veut plus des affaires pareilles, on ne veut plus d'une dame qui a une robe blanche, qui se lève autour des trucs et qui meurt. Et donc, on a fait les benzodiazépines. Ça va ? Donc, en principe, les benzodiazépines, elles ne provoquent pas d'arrêt cardio-respiratoire. Mais donc, si on les associe à d'autres choses, ça peut se faire. Alors, quelque chose aussi qui est très, très problématique au niveau social, c'est l'association, par exemple, d'éthanol et de benzodiazépine. Donc, en fait, j'ai des exemples dans mon entourage moyennement proche de gens qui font ça. On les reconnaît quand on a un peu l'habitude, parce que la prise de benzodiazépine, ils ont un air un petit peu éthéré, un petit peu rigolard, vague, comme ça. Et puis, ils mettent de l'éthanol là-dessus. Et ça donne des ivresses pathologiques. Donc, ils commencent à insulter les gens, à avoir des tas de phénomènes extrêmement pénibles à observer. Et donc, c'est très mauvais pour l'insertion sociale, etc. Donc, c'est vraiment à décourager. Alors, le test à faire absolument. Moi, je le fais avec mon Saint-Julien. Voir ce que donne l'arrêt complet de la consommation pendant un certain temps. Ça va ? Donc, conseiller à tout le monde de faire ça. Moi, par exemple, mon Saint-Julien, ben, je l'arrête, j'essaie, parfois j'y arrive pas, j'essaie de l'arrêter du lundi au jeudi. Et donc, j'essaie de l'arrêter du lundi au jeudi, et donc si le mardi et le mercredi, je suis bien, je transpire pas, j'ai pas de nausées, tout va bien, je travaille, en tous les cas, je ne suis pas dépendant physiquement. Et donc, c'est un bon test à faire, me semble-t-il, dans tous les cas. Et alors, j'ai un très bon collègue psychologue qui s'appelle Étienne Cartemont, qui disait ceci, donc je le cite. Il n'y a pas de drogue douce ou dure, il y a des usages doux ou durs. Et donc, c'est pas tout à fait vrai, si je peux le critiquer un tout petit peu quand même. Il y a quand même des drogues qui sont très très dures. L'héroïne, ça reste dur, la cocaïne aussi. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que beaucoup de paramètres importants sont le contexte. Par exemple, le fentanyl, on peut le donner à des gens qui ont des douleurs chroniques et qui souffrent, et ça pose aucun problème. D'ailleurs, dans ce contexte-là, en fait, les douleurs chroniques, dans le contexte médical, ben, l'induction d'une tolérance ou d'une dépendance physique est beaucoup moins fréquente que dans un contexte autre. Donc le contexte joue de manière importante et il ne faut pas diaboliser trop les choses, mais il faut essayer d'observer vraiment les caractéristiques de la consommation, voir est-ce qu'on peut se passer des choses, etc., pour évaluer la dangerosité. Alors, dernière petite chose, le cannabidiol. Donc, vous voyez, il y a des shops de cannabidiol qui se développent partout. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas moyen de le dire autrement. Chez les individus normaux, ça ne sert à rien. Par contre, il y a un truc intéressant. Donc, le THC va activer les récepteurs CB1 et donc il va y avoir des effets psychoactifs. Le cannabidiol, lui, il active les récepteurs CB2, donc qui sont des récepteurs cannabinoïdes, mais qui n'ont pas d'effet psychoactif. Ça va ? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans un cerveau normal, l'expression des récepteurs CB2 est très faible. Il n'y a quasi pas de récepteur CB2. C'est pour ça que si quelqu'un de normal prend du cannabidiol, ben, il ne va pas se passer grand-chose. Enfin, il y a toujours l'effet placebo qui peut être intéressant. Mais par contre, dans certaines maladies neurologiques, où il y a de l'inflammation du système nerveux central notamment, mais là, ce cannabidiol peut être intéressant. Et donc, il a été testé dans certaines maladies neurologiques, surtout quand il y a de l'inflammation dans le système nerveux, avec un certain succès. Ben voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'étais très long, je suis désolé, mais voilà.